Bonjour et bienvenue dans ce Kick Parade numéro 102. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Pas mal de nouveautés cette semaine, du bon et du moins bon, enfin plutôt de la mauvaise nouvelle. On verra ça tout à l'heure. En attendant, on va vite enchaîner avec le top 10 de la semaine, bien fourni, vous allez le voir. En 10e position, c'est une entrée, c'est Dungeon Degenerates, Hand of Doom, 5th Printing. Alors on imagine, puisque c'est le 5th Printing, la 5e édition, qu'il y en a eu d'autres avant, et que c'est un reprint, comme on dit, d'un ancien jeu. 125 000 €, 1175 contributeurs, très courte durée cette campagne, il reste moins d'une semaine déjà. C'est du dungeon crawler en version fluo, comme c'est la mode. Oui, d'ailleurs ce qu'il faut savoir, c'est que cette 5e édition, en gros ils reprennent du matériel existant, mais en fait ils y apportent quelques modifications pour améliorer en termes de gameplay, avec on va dire des éléments visuels qui vont avoir pour objectif de rendre plus clair les missions qui doivent être accomplies durant toute la partie. Donc il y a vraiment cette idée de, on a fait des versions, et en fait on a retenu les retours, et en fait c'est une version encore plus peaufinée, avec évidemment des nouveaux éléments, puisque ça se base beaucoup avec un système de cartes, donc vous allez avoir des cartes en plus, des extensions, et c'est aussi la possibilité de remettre la main sur le jeu. Donc bon, il faut aimer ou pas le design, c'est quand même très fluo, très naïf, c'est même là, c'est même au-delà du fluo, là, c'est du phosphorescent quasiment. C'est-à-dire que tu joues de la forêt la nuit, tu peux jouer, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà même du style graphique, moi ce que je reproche à cette campagne, on se le disait là en off juste avant, c'est que la page est vraiment pas claire en fait. Ah, la page est abominable. C'est vraiment, déjà au début, quand on voit la première présentation, on a plus l'impression d'avoir un bouquin des éléments pour du jeu de rôle, et puis finalement faut descendre, et pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes campagnes, en fait ils partent en fait on sent qu'ils s'adressent avant tout aux gens qui connaissent déjà le jeu, qui ont déjà participé aux précédentes campagnes. C'est ça. Parce que quand on est un néophyte qu'on n'a jamais entendu parler du jeu, il faut s'accrocher pour comprendre de quoi ça parle. Allez, 9e place, on passe à une autre entrée, Blueprints of Mad King Ludwig. Ce bon vieux Mad King Ludwig, ils l'auront usé jusqu'à la corde, c'est un peu comme Terraforming Mars. Vous prenez le plateau, vous le retournez, vous l'essorez. Donc, eh bien, c'est on va dire une variation du célèbre jeu de plateau Mad King Ludwig, dans lequel vous allez agencer votre château, tout simplement. Là, cette fois, c'est en version, on peut pas dire roll and write. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt du, comment dire, du draw and write. Du dessin, ouais, c'est ça. Donc vous avez, comme le titre l'indique, le blueprint, c'est les fameux plans de base. Après, je trouve l'idée plutôt rigolote, c'est-à-dire que avant la construction de votre château fait avec des tuiles sur le jeu traditionnel, faut faire les plans avant. Et donc, il vous propose ce jeu dans lequel vous allez dessiner sur des feuilles quadrillées le plan de votre château, donc évidemment selon des règles très précises, on fait pas n'importe quoi. Et ces plans vont vous rapporter des points que vous allez répertorier sur une feuille à part. Là, c'est le côté write. Et donc c'est un jeu plutôt, on va dire light par rapport à son grand frère avec tuiles, mais qui coûte quand même 40 $, parce qu'ils te vendent avec un taille-crayon en forme de château, une gomme en forme de château, des crayons de couleur que t'as chez toi de toute façon. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu il y a un petit peu de bling bling dans la boîte pour tout ça, pour te vendre un peu plus qu'un paquet de cartes et des feuilles à colorier, quoi. Ça me fait beaucoup penser à Cartographeur, c'est le jeu où tu dois dessiner des cartes dans l'univers. C'est le même trip, ouais. Voilà, et sauf que je trouve la boîte super imposante, là où en fait dans Cartographeur il avait fallu même 3 jeux pour arriver à un tel niveau de composants. Et c'est vrai que je me dis, c'est un peu dommage qu'il soit pas parti sur une version encore une fois un peu plus accessible, parce que comme tu le disais, c'est quand même un jeu assez light. Je trouve que très vite on en arrive à quelque chose de c'est un peu surdimensionné, ouais, 40 $ pour un... T'as même mieux, un draw and write, c'est pas... Ouais. T'as même mieux, t'as l'édition Deluxe à 70 $, où t'as même un rangement plastique dedans. Tu te dis, oh, quand même, mec, c'est quand même pas exagéré, quoi. Bon, en tout cas, c'est clair que c'est une licence. Là, je pense que sur les 2 dernières années, ils l'ont essoré jusqu'à la moelle. Et en plus, je crois qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient ressortir une nouvelle version du jeu après les 2 versions dépoussiérées, ou essayer de refaire une espèce de vrai remake. Voilà, après les 2 remasters, on va faire le remake. C'est ça. Donc tu sens que c'est vraiment le Mad King, il a de l'activité
activité là cette année. Hein. Et ça marche, hein. 108 000 euros, 1611 contributeurs, et il est là pour une bonne quinzaine de jours, donc on va certainement en reparler. En tout cas, je trouve l'idée de base est rigolote. Ça, on peut pas dire. Faire les plans de son château, je trouve que c'est plutôt... Enfin, voilà, c'est une bonne idée. On passe à la 8e place. Alors, c'est au coude à coude avec la 7e, hein, donc ça va peut-être changer en cours de semaine. Parce que là, pour l'instant, à l'heure où on parle, ils sont le 8e et le 7e sont ex aequo pile. Donc voilà. Donc 8e, Witchbound, les aventures de la petite sorcière qui va apprendre à devenir une grande sorcière à travers des aventures style livre dont vous êtes le héros. 124 000 euros, 1859 contributeurs exactement. Ce sont les derniers jours. Je suis toujours contributeur de cette campagne. Et fier de l'être. Je pense que ça va être une petite expérience solo très agréable. Et il me tarde de me plonger dans ce monde, comme nous l'avions indiqué déjà, entre Kiki, la petite sorcière des studios Ghibli, et Zelda, enfin, en tout cas les premiers Zelda. Il y a une version française là qui a été annoncée depuis une petite dizaine de jours. Donc tout va bien pour cette campagne. 7e place, 7e ou 8e, hein, voilà, parce que là il est également à 1859 contributeurs, hein, donc voilà, même s'il rapporte un peu moins d'argent, 103 100 euros, 13 jours avant la fin, c'est The Search for Lost Species, donc ce jeu où vous allez chercher des espèces soi-disant disparues. Vous allez faire ça sur une île, sur 2 îles, parce que le plateau est recto-verso pour plus de rejouabilité. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre d'avoir des petits bonus, des assistants, des actions en plus, des petits, voilà, pour vous faciliter la vie, on va dire. Et vous allez avoir des paravents derrière lesquels vous allez cacher vos petits carnets de notes où vous allez dénicher, voilà, ces espèces disparues, soi-disant disparues, et après on compte les points pour celui qui a trouvé le plus d'espèces disparues, qui ont réussi à les localiser, voire les photographier, hein, parce qu'il y a des petits meeples photographes, on avait vu ça. Et donc, écoutez, ce jeu marche bien. On avait dit que c'était en relation avec un autre jeu qu'ils avaient fait précédemment, qui était Search for Planet X, qui était sorti en boutique en France d'ailleurs, qui était un petit peu sur le même, enfin on va dire la même mécanique, sauf que là c'était, on parlait de cosmologie, s'approche de la fin de la campagne, il reste une semaine, il aura passé la barre des 100 000 euros. Ouais, mais campagne quand même assez pauvre, je trouve quand même en termes de dynamisme. Deux actus. Ouais, c'est ça, c'est très. Bon, t'as un peu senti que voilà, le jeu il a été financé, et puis à partir de là ils se sont un peu arrêtés. Petit fait quand même intéressant, donc on le reprécise, mais ça passera par le biais d'une application, hein, c'est un jeu qui fonctionne avec une application. Ouais, à et chaque fois j'oublie de le dire, je fais un blocage. Et développé par Bézier Game, et donc Bézier Game qui sont les éditeurs de Castle of Mad King Ludwig. C'est ça. Les mecs sont partout, ils nous hantent. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est eux qui s'occupent du développement de l'application, puisque a priori ils ont déjà eu à faire à ce genre de procédés dans leur jeu auparavant. Donc oui, effectivement, l'idée est très cool, il y a plein de bonnes idées, mais c'est vrai que c'est une campagne qui est un peu triste en fait. Ça fait 3 semaines qu'on en parle, et en fait chaque semaine on a assez peu de choses à rajouter, puisque la campagne se développe pas. Alors est-ce que elle se développe pas parce que les mecs avaient rien prévu, ou est-ce qu'elle se développe pas parce qu'ils s'attendaient à un succès plus conséquent, et que du coup ils avaient prévu de la communication pour on va dire des paliers de financement plus élevés? Ça c'est difficile de le dire. Bon, après là quand on voit, après c'est vrai que Renegade ils sont quand même assez connus, mais c'est vrai que je trouve que la campagne n'est pas honteuse, même si effectivement elle stagne un petit peu là depuis une semaine. 6e place, alors c'est la progression la plus spectaculaire de la semaine, hein, ce qui gagne 4 places. C'est Homeworld Fleet Command Board Game. Donc c'est l'adaptation du jeu vidéo Homeworld, dans lequel vous allez conduire et développer une flotte de vaisseaux perdus dans l'espace. Donc il va falloir construire vos vaisseaux, il va falloir collecter des ressources, parfois même aller sur des planètes pour aller choper des artefacts, et surtout vous défendre face à la flotte d'en face, hein. Ça reste quand même un jeu d'affrontement, même s'il y a un côté 4X derrière. Voilà, il en est à 334 000 euros, 1977 contributeurs, il reste 15 jours. On avait été un petit peu mordant, hein, avec cette campagne et ce jeu la semaine dernière. Finalement, il a décollé, hein, c'est le cas de le dire. Moi, je pensais pas qu'il allait progresser autant, parce que je trouve que le jeu n'est pas très sexy et qu'il avait moyennement démarré. Et puis tout d'un coup, là, il y a une poussée.
on va dire. Ils se retrouvent 6e, avec un beau chiffre, 334 000 euros. Ils ont annoncé que le jeu était compatible avec le jeu de rôle Homeworld. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu de rôle Homeworld. Je l'ai découvert. Pareil, j'ai découvert ça avec la campagne. Tu peux, si vraiment tu as du temps à perdre, faire ta campagne de jeu de rôle Homeworld, basculer sur le jeu de plateau et revenir. Bon, c'est un peu gadget quoi. Bon, après, ça dépend parce que s'ils partent dans l'idée de l'utiliser, tu sais, comme on peut utiliser des maps sur Donjons et Dragons pour illustrer où se situent les personnages, les machins, etc. Si c'est juste du cosmétique visuel pour mieux se représenter les batailles, etc., pourquoi pas, ça peut être rigolo. En tout cas, c'est bien qu'ils y aient pensé, moi je trouve. Oui, même si bah, c'est un après peu gadget, c'était logique, ils sont éditeurs du jeu de rôle, fallait bien qu'ils fassent un pont, voilà, c'était un petit peu obligé. Bon, moi j'ai pas trop grand chose à en dire, franchement je suis pas très fan. Vous pouvez jouer sur Tabletopia, je sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, en tout cas vous pouvez l'essayer sur Tabletopia, donc à voir, mais je trouve qu'en termes de jeu de bataille galactique, il y a quand même des trucs plus entraînants. 5e place, c'est une grosse entrée, c'est pas un gros jeu, mais c'est une entrée assez spectaculaire, puisqu'il est directement 5e, 114 000 euros, et il a déjà dépassé les 2000 contributeurs, et il est là pour un moment, parce qu'il est là pour plus de 20 jours, c'est Alice is Missing Silent Falls. Alors Alice is Missing, c'était une campagne qui avait été faite en 2020, qui était une espèce de livre dont vous êtes le héros, mais un peu poussé, puisque vous deviez envoyer des SMS, vous avez des SMS qui vous sont renvoyés et vous avancez comme ça dans l'histoire. Vous avez évidemment du matériel sur la table, vous avez des cartes, des petites énigmes, des petites enveloppes à ouvrir. Donc c'est une sorte d'escape game et d'enquête, de jeu d'enquête, avec tout un tas de petits objets. Bon, ça c'est assez rigolo quand vous aurez une petite boîte pour l'enquête. Vous avez plein d'objets divers et variés. Vous allez pouvoir des porte-clés, des petits coquillages et tout ça évidemment en relation avec cette fameuse Alice qui a disparu. Il y a un petit côté Twin Peaks. Et voilà, donc la première campagne avait été un gros succès. Et ben la suite est un gros succès aussi. Donc ça veut dire que le jeu fonctionne bien, qu'il a plu, et au détour d'une petite vidéo de présentation de l'un des auteurs, il nous apprend comme ça que la Paramount, donc l'une des majors à Hollywood, a acheté les droits de Alice is Missing pour en faire un film. C'est quand même surprenant ça. Oui, c'est surprenant, ça y est, ça commence, ça recommence, parce qu'il y avait eu un moment où le cinéma était désespéré et avait cherché des jeux de plateau pour tenter de les adapter. On se rappelle comment c'était le film avec Tim Curry, le Cluedo avec Tim Curry par exemple. Et donc ça y est, on est reparti là, ils ont suffisamment essoré tout le reste, ils retournent sur le jeu de plateau. Après ça montre bien que on est sur du jeu qui est très narratif, voilà, qui doit avoir quand même une écriture travaillée. Globalement les retours que j'ai du jeu c'était ça, c'est que c'était plutôt bien écrit. Moi c'est pas trop mon style de jeu, tout simplement parce que c'est le genre de jeu où quand je le finis l'histoire une première fois, j'ai un peu du mal à vouloir y retourner en fait. Pour moi la rejouabilité s'arrête une fois qu'on a gagné la partie. Et d'ailleurs j'étais assez surpris de me dire en fait ils arrivent à faire une extension, donc du coup s'ils font une extension ça veut dire qu'on va pouvoir repartir sur plusieurs embranchements, ou alors que le jeu précédent ne répondait pas à tout, donc après pourquoi pas, même si effectivement j'ai toujours moi cette interrogation sur la rejouabilité. Est-ce que en fait après une ou deux parties on n'en a pas un peu fait le tour? Bon, l'avantage c'est que le jeu n'est pas très cher et finalement c'est le prix d'un DVD quoi, donc ça peut vous occuper votre soirée. Bon, en tout cas voilà, c'est un jeu qui a son lot de fans, et là vu l'entrée fulgurante de la campagne, je pense que les gens sont extrêmement convaincus, et de toute façon on va être amené à en reparler là dans les semaines à venir, parce que je pense qu'il n'est pas prêt de quitter le top 10. Non, c'est vraiment un très gros succès. 4e position, belle progression, mais qui n'est pas très surprenante, c'est Set a Watch. Donc la suite, alors, c'est la combienième Troisième standalone plus Big Box. Ah voilà. 203 000 euros, 2973 contributeurs, il reste moins de 7 jours, c'est la dernière semaine pour ce Set a Watch Forsaken Isle plus Doomed Run. Donc moi je pensais pas que c'était un jeu qui était resté comme ça à ce point-là. Mais le jeu est vraiment bien, pour le coup. Oui, pareil. Parce qu'il est sorti en boutique, il a bien marché, mais ça n'a pas non plus été à raz-de-marée, j'ai pas l'impression. Si, le premier,
Je me rappelle même qu'il y avait eu une pénurie parce qu'en fait ils en avaient édité qu'un nombre D'accord. plutôt réduit. En fait la campagne française avait eu un succès, mais pas non plus un truc flagrant. Du coup ils avaient fait quand même une sortie en boutique, mais on va dire voilà, avec pas trop de commandes. Et je me rappelle que ça avait été un peu raflé parce que le jeu il coûte pas très cher. Hmm. En fait il est plutôt complet et il s'était retrouvé pendant plusieurs mois où le jeu était introuvable. Alors du coup c'est là que tu t'es retrouvé avec des mecs sur Ocaseo qui revendaient le jeu qu'ils avaient acheté 20 balles, ils leur vendaient 70-80 euros. On sait qui vous êtes et on vous déteste, sachez-le. C'est offre et la demande que tu dis. C'est Tiens, facile quand d'ailleurs, il y a que... j'ai un tuyau pour vous depuis ce matin. Ah, ça y est, Ah vas-y ouais. Erwan. Parce que Restoration Game, l'éditeur de Unmatched, a annoncé qu'il n'éditerait plus la boîte Cobble and Fog et la boîte Robin Hood vs Bigfoot. Donc si vous avez ces deux boîtes, Cobble and Fog et Robin des Bois contre Bigfoot, gardez-les bien parce qu'elles ne vont plus être éditées avant très longtemps. Donc voilà, bon, j'ai déjà vu par curiosité, évidemment, les prix ont monté en flèche. Alors pas pour la version française, pour les versions anglaises, bah oui, les prix se sont envolés, évidemment. Donc voilà, bon, c'était pour l'anecdote. Donc cette Watch, beau succès. Toujours pas de trad française. Pas à ma connaissance en tout cas, Ouais. pour l'instant, Pas de nouvelles ça reste là-dessus. assez flou. Avant de repasser aux trois premiers, notre traditionnel petit détour vers les nouveautés et les news, je vais te laisser la parole pour la première nouveauté avec l'adaptation en français de la suite de Too Many Bones, très attendue. Tout à fait. Oui, très attendu. Comme on pouvait s'y attendre, on a tous perdu un rein avec cette campagne, voilà. Non, c'était assez intéressant parce que au début, bon, quand bien même on connaît les jeux de Chip Theory Game, on avait vu quand même le prix de la boîte de base, etc. C'était assez surprenant de voir beaucoup de gens être étonnés du prix, alors que bon, il fallait s'attendre à une campagne assez élevée. Mais ce qui était assez particulier, c'était au niveau de la sélection des contenus parce qu'ils proposent d'abord la boîte d'Undertow, donc qui est en fait à la fois un standalone et un add-on de Too Many Bones, c'est-à-dire que vous pouvez acheter juste cette boîte là et en fait vous pouvez y jouer, mais vous ne pouvez y jouer qu'à 2 joueurs en fait, puisqu'il n'y a que 2 personnages qui sont proposés. Et en fait à partir du moment où vous avez une autre boîte ou ne serait-ce que la boîte de base, et en fait vous pouvez repasser sur du jeu à 4 joueurs. Donc en fait vous pouvez tout à fait acheter uniquement Undertow et jouer juste avec cette boîte là sans avoir besoin d'utiliser la boîte principale. Et ensuite la grosse surprise c'était qu'ils n'ont pas adapté que celle-ci. En fait, ils ont adapté bon nombre d'add-ons supplémentaires avec The Age of Tyranny qui rajoute un mode campagne. Tu pleures là. Ouais, 40 Days of in Daylor, où là, du coup, ils rajoutent des choses pour rajouter du gameplay, donc des nouveaux monstres, des nouvelles cartes événements, etc. Donc c'est là pour un peu augmenter la rejouabilité. Et plus 6 nouveaux personnages, dont un qui n'est pas encore sorti en version anglaise. En fait, c'est celui qu'ils ont teasé la dernière fois et qui va sortir. Donc en fait, on devrait l'avoir à peu près en même temps que les Américains. Là, vous Donc, voyez coup, pas les larmes de sang qui coulent sur les joues de Swan. Bah oui, parce qu'effectivement, bon, j'aime beaucoup le jeu, mais j'avais pas 400 € à mettre dedans. Donc moi, je me suis contenté uniquement de la boîte de Undertow avec l'extension pour pouvoir jouer en campagne, The Age of Tyranny, ce qui m'a déjà coûté assez cher. Et puis le reste, je me dis, de toute façon, il y aura des sorties boutiques. Donc après, ça peut s'acheter progressivement, puisque le reste, ce ne sont que des personnages. Boutique, Too Many Bones, tu le trouves pas partout quand même. Hein. On le trouve pas partout, c'est vrai. Ouais. Mais bon, en tout cas, je pense que ça se trouvera quand même. Après, tu peux le trouver sur les sites marchands. Voilà. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque nouveau personnage arrive avec un nouveau gameplay. Donc voilà, je pense que déjà le temps d'utiliser les 6 premiers, ça laisse quand même un petit peu le temps avant d'attaquer, avant d'avoir cette nécessité d'avoir de nouveaux personnages. Donc en tout cas, ce qu'ils ont modifié là après les premiers jours, c'est qu'ils ont proposé une contrepartie qui s'appelle à la carte. Et en fait, en choisissant cette contrepartie, vous pouvez sélectionner parmi tous ces produits lesquels vous intéressent, lesquels vous intéressent moins. Vous pouvez acheter tel ou tel personnage. Alors c'était le cas avant, mais c'était pas vraiment clair parce qu'il fallait prendre une contrepartie, supposons Undertow, et ensuite il nous disait est-ce que vous voulez rajouter des éléments. Et en fait beaucoup de gens se plaignaient en disant oui mais on peut pas choisir à la carte. Donc du coup ils ont décidé de faire cette nouvelle contrepartie qui est un petit peu plus claire pour tout le monde. Donc du coup voilà, où les gens peuvent s'adapter. Donc voilà. Ah, et sachant qu'en plus de ça évidemment ils rajoutent les chips collector pour les points de vie, ils rajoutent, il y a plein d'éléments qui se rajoutent bien tout sûr. autour. Toute la customisation derrière. Voilà. Mais bon, ça fait une grosse campagne. La totale, c'est 340 €. Hein. C'est le truc 340 €. Ouais, c'est ça. Sachant que je crois que c'est sans les jetons collector sans 2-3 petits annexes. Donc je pense qu'on doit monter à 470 pour la totale. Et là, il y a tout. Ils ont tout sorti du coup. Là, il n'y a plus rien en VO. il reste des trucs encore. Si, il reste des trucs. Il reste des trucs. Il reste notamment le vrai mode campagne qui se passe, tu sais, sur un livre pop-up.
Ah oui, 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 c'est vrai, Où en ouais. fait c'est une espèce d'énorme livre et en fait quand tu ouvres ça fait apparaître les décors et cetera. Enfin les mecs sont complètement tarés. Après, voilà, c'est Je suis bien content de pas être tombé là-dedans. voilà, mais tu viendras jouer à la maison, tu vas voir. Ah oui, oui. Mais en tout cas, voilà, le jeu est très cool. Après, effectivement, pour moi, ça aurait peut-être nécessité 2 campagnes. Juste le Mmh, temps que les gens puissent se refaire, prendre mmh. peut-être Undertow et 2 personnages, et puis ensuite avoir fait Age of Tyranny, et cetera, un petit peu plus tard. Bon, après, je pense que là, ils ont eu les droits, donc ils se sont dit: «On fait tout d'un Oui, coup». il y a Moi, peut-être une je pense histoire de... que, ouais, il y aurait peut-être eu, la Après, possibilité de voilà. je remarque que sur 311 souscripteurs, hein, pour l'instant, il y en a quand même 230 qui prennent le plus gros truc, hein, à Bah, 340 balles, hein. évidemment, Donc, évidemment, c'est des joueurs, hein, c'est je veux dire, il y a ils du fan. tant pis, bon, ça sera patate et pâtes pour les enfants, mais Allez, moi je vais enchaîner avec 3 nouveautés sur Kickstarter, des gros trucs, mais à chaque fois c'est des premiers projets. Donc pour les 3 dont je vais parler là, méfiance quand même, parce que bah, c'est bien d'avoir de l'ambition hein, quand on commence une boîte, mais on a vu que ça pouvait jouer des tours de commencer par des jeux avec plein de composants à faire en Chine, quand on n'a pas beaucoup l'habitude et quand on n'a pas encore beaucoup de liquidité sur ses comptes. Donc c'est des jeux qui ont l'air intéressants, mais ce sont des premiers projets, sachez-le. Donc ça comporte plus de risques évidemment qu'une boîte qui a pignon sur rue et qui peut, enfin qui délivre des jeux régulièrement et qui a du cash flow comme on dit pour les coups durs. On va commencer par Crystal Age. Donc ça c'est un jeu espagnol dans lequel vous allez vous combattre dans une arène. Alors vous ou pas, ça peut être coop, vous avez les deux modes. C'est du fantastique évidemment. Vous avez, comment dire, vous allez battre des monstres. Il y a des monstres qui vont apparaître dans l'arène. Et l'idée qui est cool, je trouve, c'est que si vous tuez ces monstres, enfin vous pouvez en prendre le contrôle ou prendre leur pouvoir. Donc en fait, les boss vous nourrissent quelque part ou deviennent vos alliés. Je trouve que c'est plutôt que tu vois on va dire un combat bête et méchant où tu le tues. Je trouve que ça rajoute une petite mécanique qui est plutôt rigolote. Vous avez au centre de l'arène, enfin au centre, pas tout à fait au centre, vous avez 4 gardiens qui sont des espèces de statues, des totems. Pareil, vous pouvez également voler leur pouvoir, ce qui vous rajoute des dés dans votre pool de dés pour combattre. Et vous pouvez combattre, si vous avez choisi l'option versus, les joueurs opposés au centre, donc dans le cristal, au centre de cette arène. Voilà, c'est un jeu d'arène. Il y a pas encore... S'il y a le français qui a été débloqué pour l'instant. Il y a de la figurine. Voilà, ça ressemble un peu... Bon, c'est un peu du Super Fantasy Brawl. Hein. C'est un peu le même genre de trip, on va dire, pour résumer. Après, les illustrations me rappellent un peu Aeon's End. c'est vrai que maintenant que Hein, tu le y dis, a de alors ça, hein. ouais, j'avais pas fait le rapprochement tout de suite, mais je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, donc ça peut être si vous aimez les jeux d'arène, ça peut être un truc intéressant, mais encore une fois, c'est un premier projet, donc et c'est un jeu assez ambitieux, moins que ceux qu'on va voir après, mais quand même. Alors deuxième nouveauté de la semaine qui est arrivée sur Kickstarter, c'est Horror Game Show, The Board Game. Donc c'est un jeu style zombicide dans lequel vous allez incarner des producteurs de télé dans un futur un futur sans foi ni loi où les médias et l'argent règnent, c'est-à-dire notre présent en fait. Hein. Voilà. Donc si vous connaissez le film Running Man ou si vous êtes encore plus affûté, si vous connaissez le film français Le Prix du Danger, voilà, puisque Running Man a pompé sur Le Prix du Danger, film avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin du début des années 80, eh bien, vous allez reconnaître toutes les thématiques dans The Horror Game Show, puisque vous allez lancer des candidats et des tueurs à leur trousse. Alors la particularité dans le gameplay, c'est que vous n'incarnez pas les candidats. Vous incarnez les producteurs de télé qui veulent faire du pognon à travers les candidats. Donc au début du jeu, vous choisissez vos candidats. Il y a un grand plateau avec des tuiles de terrain. C'est un jeu compétitif. Hein, vos voisins sont contre vous. Donc vos voisins aussi vont avoir des candidats qu'ils vont mettre sur le plateau. Et la particularité, c'est que vous allez aussi engager les tueurs. Et donc tout le jeu, c'est de préserver vos candidats tout en éliminant les joueurs d'en face. Donc il y a une double mécanique finalement. Il y a un double jeu, c'est vous jouez les candidats et vous jouez aussi les tueurs dans le même tour.
tout cela agrémenté par tout un tas de cartes. Vous avez de la carte événement en début de tour, vous pouvez stuffer vos personnages au fur et à mesure. Vous avez des petits tokens sur le plateau, surprise, vous ne savez pas si c'est du matos ou un piège. Il y a un petit côté saut aussi, tu vois. Donc voilà, alors moi quand j'ai vu la page, je trouvais ça un peu... Ouais, je me suis dit encore un zombicide-like, bon les figurines sont pas super excitantes. Et j'ai quand même eu la curiosité de regarder un gameplay, et finalement, ça a l'air plutôt rigolo, quoi. Je trouve que le côté je me cache ou je combats, quel psychopathe je vais choisir pour emmerder mon voisin, je gère mon audience télé, parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi, faut gérer aussi ses fans, ce qui peut avoir une influence. Je trouve que ce jeu, il a l'air plutôt sympa en fait. Voilà, donc, mais c'est pareil, c'est un premier jeu, c'est un premier projet, donc c'est un pari, hein, vous pouvez très bien, même si le jeu est financé, après il y a toute la prod, etc. Et on a vu qu'il y a des éditeurs qui avaient sous-estimé largement ce genre de choses et qui se plantent en cours de route et on voit jamais le jeu. Ça veut pas dire que ça va être le cas ici, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais faut regarder quand même, faut être aware. Mais j'avoue que j'ai été sceptique en regardant la page, et en fouillant un petit peu plus le gameplay, je suis plutôt séduit, je trouve ça plutôt fun. Et enfin, dernière nouveauté sur Kickstarter, encore une fois, c'est un premier projet, si je ne m'abuse, oui c'est le cas. Et alors là c'est encore plus gros, tu vois, on passe de trucs encore plus gros. Ça s'appelle Eye of Zamrock, donc ça vient des pays de l'Est, je crois que ça vient de Serbie ce jeu, enfin en tout cas la boîte est en Serbie, je ne sais pas, après tu sais des fois tu as des machinations... Hein, les boîtes qui sont au Luxembourg, on connaît aussi. Donc, en tout cas, c'est une équipe plutôt des pays de l'Est et ils sont très très forts pour les jeux, hein, on le sait, Pologne en force. Donc là, on est sur un énorme jeu de gestion de royaume qui m'a fait fortement rappeler le gros jeu de plateau Game of Thrones, dans lequel, qui est une espèce de risque en fait, où tu vas envahir les contrées voisines, mais il faut aussi gérer tout ton royaume, les ressources, développer tes bâtiments. Il y a aussi tout un tableau d'influence. Vous avez une tour qu'il va falloir construire au fur et à mesure du jeu, et si tu le construis, ça marque la fin de la partie, mais c'est très dur à faire. Vous avez beaucoup de cartes, bon, c'est dans un royaume fantastique, hein, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ça tombe sous le sens. Il est assez joli d'ailleurs, il y a un beau plateau au centre avec une belle carte, des figurines assez originales, un peu torturées, qui sont des pions, hein, qui restent des pions. Donc jeu de luxe, hein, gros jeu, pour des parties, je pense que ça doit durer, si t'es à 3 ou 4, ça doit durer toute l'après-midi, j'imagine. Donc sachez-le, c'est vraiment du jeu de gestion, de stratégie, de prise de territoire, voilà, pour vous plonger tout un dimanche après-midi pluvieux autour d'une table, et ça a l'air intéressant. Alors après, quand tu regardes un peu les explications en vidéo, ça fait un peu l'effet Camoulox, tu vois, c'est... Alors, je prends ce jeton-là, et j'augmente ça, et donc là, je prends une carte. Enfin, ça a l'air assez compliqué, quoi. Mais en tout cas, c'est plutôt dans ce style de jeu, c'est une proposition qui a l'air plutôt alléchante. Mais encore une fois, je le redis, c'est un premier projet, donc est-ce que c'est quand même pas un gros truc pour une boîte qui se lance ? Voilà, encore une fois, je ne pas que c'est le cas, mais pareil, méfiance. Il en est à 23 000 €, 203 contributeurs, il a un petit peu plus de mal à se faire financer, et il est là encore 20 jours s'il n'y a pas d'annulation, parce qu'il y avait un autre jeu dont je voulais parler qui a été annulé, qui s'appelle The Wilderness, qui était pareil, un gros jeu de plateau style zombicide, fait par une boîte qui démarrait, et voilà, ils ont arrêté les frais parce qu'ils n'avaient pas assez de contributeurs dès le départ. Voilà, c'est ça pour les nouveautés, donc des gros trucs qui arrivent sur Kickstarter, avec des boîtes qui se lancent, hein, c'est bien aussi d'avoir des petits nouveaux. Et on va finir avec, en parlant de boîtes, justement, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de ces projets et qui sont fragiles, on a quand même une mauvaise nouvelle cette semaine, parce qu'il y a une boîte française qui vient de fermer. Oui, alors c'est Holy Grail Game qui a annoncé dans un communiqué en fait qu'ils étaient en liquidation judiciaire. Donc c'était eux notamment qui avaient travaillé sur Museum, Domination, Rallyman. Ouais, c'est pas des petits jeux. Non, c'est pas des petits jeux. En plus, c'était des jeux qui avaient obtenu quand même un certain succès. Dernièrement, ils étaient sur une campagne dont on avait parlé, qui était Koban. Vous savez, ce jeu qui se passait dans l'univers un peu Maya, sur une cité qui était en train de disparaître. Ouais, c'était un très beau concept. Ouais. Très beau concept, qui était peut-être un petit peu
prémonitoire malheureusement. Oui. Voilà. Donc en gros, ils expliquent tout ça et en fait, ils ont fait une communication qui est quand même assez transparente des choix de gestion qu'ils ont décidé de faire et qui finalement ont abouti à la fin de ce studio. Et c'est notamment l'impact de la crise Covid. Hein, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu aujourd'hui avec le recul, voilà, comment ça s'est passé. Et effectivement, bah là, les frais de livraison qui sont passés de 10 à 20%, ils ont décidé de on va prendre sur notre marge pour pas demander à ce que les backers mettent la main à la poche. Il faut quand même se souvenir, parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais nous, on aurait payé ». C'est pas vrai. Je veux dire, on le voit, dès qu'une société s'est retrouvée dans la panade suite au Covid et qu'ils ont demandé un soutien financier supplémentaire de la part des backers, ça a toujours fait une levée de bouclier, ça a toujours été mal reçu. Les mecs, après, ils ont dû se refaire une réputation parce qu'ils avaient cette image de la société qui est pas transparente sur ses prix, etc. Donc non, je pense que c'était pas une décision qui était complètement anodine et qui était complètement idiote. Je pense qu'ils ont essayé de préserver leur image. À ce moment-là, ils pensaient pouvoir s'en sortir. Malheureusement, en fait, la situation n'a fait que péricliter jusque là où en fait ils se sont retrouvés avec des jeux qui sont coincés par l'entreprise de livraison qui leur demande des frais supplémentaires. Sauf qu'en fait, l'entreprise de livraison de Bolloré. Ah, voilà. Toujours dans les bons coups. Ouais, de toute façon, dès qu'on passe sur des ports qui passent notamment dans la région africaine, etc., sur l'Est africain, tu passes forcément par Bolloré. Ah oui, tonton Bolo. Voilà, donc ce qui est assez intéressant d'ailleurs, hein, c'est que pour le coup, il le cite, hein, il cite pas l'entreprise, il s'accuse directement Bolloré, puisqu'en fait, la situation est que leurs jeux sont coincés dans un lieu, on leur a demandé des frais supplémentaires pour la livraison, et en fait, ils ont expliqué que ils avaient plus l'argent pour payer autant que ce qui était demandé. Du coup, ils ont demandé un paiement plusieurs fois, de recevoir les jeux, de pouvoir les vendre pour pouvoir fournir l'argent supplémentaire, ce qui a été refusé. Donc là, ils ont été obligés donc tous les salariés viennent d'être licenciés. Et pour les backers qui attendent toujours des jeux de la part de cette société, il faut savoir que ce n'est pas garanti. Ils ont expliqué qu'ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de débloquer la situation. Mais là, voilà, à partir du moment où une société a fermé, ça veut dire que c'est des mecs tout seuls qui vont faire ça sur leur temps libre, avec les moyens qu'ils ont, sans, on va dire, société derrière pour les appuyer. Donc, je vois pas comment s'ils y arrivent, ce sera un miracle. Voilà. Ouais, je vois pas comment ça peut arriver, à moins qu'un autre éditeur reprenne. Voilà, donc c'est ce qu'ils espèrent. Mais là, le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné en fait pour un éditeur, parce qu'en gros, tu reprends certes des licences, mais tu les prends aussi avec tout ton lot de dettes qui viennent derrière. Donc voilà, et tout ça pour en mettre plein les poches de Bolloré, parce que vous comprenez, cet homme. Il a des frais. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour lui aussi, c'était dur. Pour ces gens. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Dites-nous ça en commentaire. Est-ce que vous étiez backers, contributeurs pour un jeu de Holy Grail? Voilà. Donc, dites-nous. Et évidemment, tout notre soutien aux équipes. On sait que c'est pas facile, mais on le précise pas, mais il faut quand même le dire. Courage les gars. Bon, allez, on va revenir aux 3 premiers du classement avec en 3e position un bundle, c'est-à-dire une compilation de jeux, Charm Cell Couture and Mindspace, ça vient d'arriver, 279 000 €, 4157 contributeurs, il est là pour 10 jours. Je n'aime pas du tout commenter ce genre de campagne, parce que ce sont 4 jeux que vous pouvez acheter directement sur Kickstarter. J'ai toujours beaucoup de mal, parce que c'est de la prévente. C'est du déstockage, en fait, quelque part. Pour moi, ça n'a rien à foutre sur Kickstarter, quoi. Mais bon. Alors là, il y a quand même une petite nouveauté par rapport à la campagne qu'on a eue les semaines précédentes, c'est qu'il y a quand même un côté un peu upgrade et extension par rapport à ces jeux via cette campagne Kickstarter. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous proposent d'acheter les jeux, mais en plus d'acheter des petits composants un peu de luxe qui seront proposés. Ça, c'est la carotte que demande Kickstarter pour on la campagne, j'imagine. Ouais, mais tu vois qu'aujourd'hui, il y en a qui s'emmerdent pas. Ils s'emmerdent même pas avec ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, on va pas détailler les 4 jeux. Franchement, là... 2e place à Stone Saga, mon petit chouchou. Ça, c'est tout mini bone, moi, c'est Stone Saga, qui est en route vers le million d'euros. Le million. 913 000 €, 6816 contributeurs, il reste 10 jours. Donc, dans Stone Saga, vous allez incarner des personnages de l'âge de pierre qui vont découvrir une vallée libérée des glaces, une vallée un peu spéciale avec une faune et une flore un peu spéciale. Et vous allez essayer de vous y établir, de l'explorer et d'y survivre
Donc c'est un jeu avec campagne, scénario, objectif, mais sur une longue durée. Moi, il y a tout ce que j'aime, de l'exploration, du jeu bac à sable. J'adore le jeu bac à sable. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo découverte parce que le jeu, enfin le premier scénario est sur Tabletop Simulator, donc j'ai fait une vidéo découverte. Si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, n'hésitez pas à vous y rendre. J'ai regardé un petit Q&A parce que là, on se plaignait de quelques campagnes qui n'étaient pas actives, mais alors eux, ils sont ultra actifs. Toutes les semaines, il y a un Q&A sur YouTube. Et donc là, il parlait des 2 extensions que je n'ai pas prises parce que ça commence à faire cher, tout simplement. Tout ça, c'est des sous. Donc moi, pour l'instant, j'ai pris le jeu de base, mais j'avoue que les 2 extensions ont l'air hyper cool. Vous avez notamment Mills and Myth qui va, entre autres d'ajout de nouveaux scénarios, de nouvelles cartes, de nouveaux objets, mais qui introduit une nouvelle mécanique, celle de la bouffe. Et là, on rejoint encore Zelda parce que tu vas avoir une espèce de, c'est ce que j'ai compris, un plateau qui va ressembler à une marmite. Tu vas prendre tes ingrédients dans la main, tes tokens d'ingrédients, tu vas les secouer, tu vas les jeter dans la marmite et là où elles atterrissent, selon où elles atterrissent, ça va faire des aliments différents. Il y a dans le dernier Zelda que ma fille a. Tu fais ça aussi. Tu prends des ingrédients, tu les fous dans la marmite. J'ai 200 heures sur le dernier Zelda et j'ai déjà posé une semaine de vacances pour la sortie du prochain, donc je vois exactement de quoi tu parles. Et donc il y aura cette même mécanique dans Stone Saga, je trouve ça génial quoi. J'adore, donc il y a plein de petites cartes avec des recettes, c'est super, j'adore. Et deuxième extension, c'est Nature of the Beast qui vous propose d'avoir des compagnons de route des animaux, donc des animaux fantastiques, pareil, donc qui pourront porter vos affaires, qui pourront certainement vous faciliter la vie. Et là aussi, ça fait très envie, forcément, ça fait très envie. Surtout qu'il y a un 6e compagnon qui a été débloqué en stretch goal. Donc cette campagne, je trouve, est vivante, plein de bonnes idées, de bon goût. Et le jeu a l'air tellement bien. J'ai tellement hâte d'y jouer. Donc voilà, donc Stone Saga, je trouve que c'est vraiment un succès plus que mérité. Bon après c'est des gros mecs derrière, c'est des anciens de FFG, il y a quand même le co-créateur du X-Wing. Des jeux qui n'ont rien à voir avec Stone Saga, mais c'est quand même des cadors en fait du jeu. Et ça se voit, c'est quand même ultra maîtrisé quoi. Voilà. Alors, donc, moi ce qui me fait un peu rire, c'est que quand tu parles des extensions, ouais. T'as dans ta voix, tu sais, le léger sourire de l'enfant qui s'apprête à faire une bêtise. Oui, oui, mais il reste 11 jours à... L'enfant qui va faire une bêtise va tout de suite se calmer, sinon il va être puni. Non, mais peut-être que j'en prendrai une sur les 2. Peut-être. On verra. Mais à quel choisir? Est-ce que je fais ça au dé? Si je suis un vrai gamer, c'est ce que je fais. Si t'es un vrai gamer, oui, c'est comme ça que ça se passe. Bah ouais. Mais voilà, vous l'aurez compris, moi je suis très très fan. Premier de Kick Parade cette semaine, c'est Andromeda's Edge, donc premier cette semaine. Est-ce qu'il était premier la semaine dernière? Non. Donc il est monté encore. 1 261 000 dollars, donc à peu près la même chose en euros. 7 644 contributeurs. Et ce sont les derniers jours. Immense succès pour ce 4X spatial dans la plus pure tradition de Twilight Imperium, Eclipse. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en a eu pas mal déjà l'année dernière. On a eu Voidfall, on a eu Fractal. Je crois que j'en oublie un ou deux, il y en avait d'autres, qui sont des gros jeux 4X spatiaux avec beaucoup de matos, avec des boîtes assez chères. Et donc c'est un genre qui a vraiment énormément de succès parce qu'il n'y a pas de saturation du marché finalement. Parce que là, ça cartonne aussi. Et donc voilà, vous faites évidemment tout ce qu'il faut faire dans un 4X spatial, vous explorez des nouveaux systèmes, vous développez vos technologies, vous colonisez des planètes, vous construisez des vaisseaux, blablabla. Comme dans Eclipse, vous avez du PNJ qui se balade, évidemment. Tout cela avec une possibilité d'acheter le jeu en deluxe, avec beaucoup de figurines, des rangements en plastique faits par Game Trace, si je ne m'abuse, oui. Il me semble que vous avez... Oui, alors ce qu'ils ont sorti cette semaine, je sais pas si tu as vu, parce qu'on disait qu'il y avait un énorme gap entre la version normale et la version deluxe, ce qui est vrai. Oui. Ils ont sorti un pack avec les composants deluxe à part. Voilà.
Donc je ne sais pas quelle est la différence si tu prends la version Deluxe ou si tu prends la version normale plus le pack Deluxe. Bah, je pense que c'est tout simplement c'est les rangements en fait. C'est Parce possible. qu'effectivement le rangement Game Trace, enfin on le sait, on sait que en moyenne ça coûte entre 60 et 100 $. Du coup, je me dis bah en fait tu peux juste acheter ça et juste te dire je me passe des C'est rangements. ça. Oui, c'est les Game Trace que t'as pas quoi dans la boîte avec les jetons Deluxe. Donc voilà, donc il y a quand même il y a une troisième option. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'il y avait là je trouve qu'ils ont trouvé quand même un compromis qui est plus intéressant. Et ben voilà, écoute, on a fait le tour, hein, donc pas mal de trucs, il y a pas mal de trucs là. On vous dit à la semaine prochaine, jouez bien, salut Swan, Oui. Salut Erwan bon et puis week-end, bah on se retrouve la semaine pro. Salut tout le monde. ciao.